Bienvenue à vous tous, merci de nous avoir choisis. Le sport spectacle ou la mise en scène du sport. Pour élargir son audience et pour divers d'autres objectifs, le sport se théâtralise, donnant ainsi naissance au sportainment, mariage de la compétition sportive et du spectacle. De nos jours, le sport ne se suffit plus à lui-même pour séduire spectateurs et téléspectateurs. Pour que ceux-ci aient pour leur argent, la compétition sportive est de plus en plus agrémentée d'animations, de spectacles et de divertissements. Comment peut-on définir le concept du sport-spectacle? Quelle évolution a connu la consommation du spectacle sportif? Quelles sont les exigences dictées par la réussite de l'organisation? Y a-t-il prédominance de l'un sur l'autre? Et bien sûr, que devient le sportif dans tout cela? Pour débattre et enrichir le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau, le plateau du sport en question, un ami, un journaliste freelance, Farid El Saada. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir à toujours renouveler, Yassine. Donc, pour rappel, vous êtes journaliste, vous avez touché un petit peu à la presse écrite, à l'audiovisuel, à l'organisation des événements, et vous avez aussi travaillé dans des fédérations en tant que responsable de la communication, ou travaillant dans une cellule de communication d'une fédération. C'est ça? Oui, c'est bien ça. Très bien. Merci en tout cas, Farid. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans le sport en question. Yassine, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Yassine, dirigeant sportif. Moi, j'ai dirigeant sportif. Dirigeant sportif, économiste, enseignant, ancien sportif. Journaliste. Journaliste. Aussi. Donc, vous êtes tout indiqué pour assister et participer au débat d'aujourd'hui. Merci Yassine d'avoir accepté. Nous avons Nasserdine Jafar, vous êtes chef d'entreprise. Tout à fait. Mais quelle entreprise et quel rapport avec le spectacle sportif? En fait, nous, c'est l'étude, la réalisation des plateaux techniques ou des besoins techniques. Donc, pour mettre en valeur les différents intervenants, que ce soit artistiques ou sportifs. Donc, par exemple voilà. Par exemple, c'était la Coupe du Monde. Non, excusez-moi. Le championnat d'Afrique, peut-être? Pardon? Le championnat d'Afrique? Le championnat d'Afrique, exactement, de handball. Donc, c'est déroulé à la Salle Hacha. Donc, on a fait l'inauguration. Donc, il y avait un spectacle artistique pour l'inauguration et l'ouverture des Jeux. Et donc, on nous a sollicité pour mettre en valeur ce spectacle-là et l'ouverture des... Très bien. Donc, vous allez nous parler de tous les besoins, tout justement, que sollicite le spectacle sportif pour mettre en valeur tous les intervenants. Nadi, un ami d'enfance que je retrouve avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, vous êtes dans... Je suis un peu dans le même domaine que M. Jaffer. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le voir. On a souvent l'occasion de collaborer ensemble sur des événements, dont celui de la salle Harsha. À tout spectacle, il faut de la technique. C'est l'ossature première d'un spectacle. Et nous sommes là pour donner cette ossature-là et tout le soutien que mérite un spectacle. Sans les techniciens, aucun spectacle ne peut se faire. Qu'il soit apparenté à une manifestation sportive ou autre. Sportive, artistique, ça peut être aussi des formes politiques ou n'importe quoi. Dès qu'on a des besoins en son, en lumière, automatiquement on a besoin de techniciens. On a souvent l'habitude de dire que sans nous, si on décide de ne pas appuyer sur le bouton qui déclenche l'alimentation de tout le matériel, rien ne se fait. Tout l'événement tombe à l'eau. Comme pour vous ici, j'imagine. Oui, tout à fait. Les techniciens sont essentiels. D'ailleurs, vous me tendez la perche pour leur rendre hommage et les remercier pour tous les efforts qu'ils font en attendant que nous, on se prépare. Et sans eux, on ne peut pas faire d'émission. Donc, bravo à tout ce que vous faites, messieurs, les techniciens, tous autant que vous êtes. Voilà, je voudrais commencer par d'abord la définition pour que le téléspectateur peut suivre notre débat. Est-ce qu'on peut parler de sport-spectacle ou le spectacle sportif ou ce nouveau terme de sportainment, un terme anglais
que les Américains utilisent pour qualifier tous ceux qui s'apparentent au spectacle, les spectacles qui sont organisés à l'occasion des matchs de la NBA, du soccer ball, de la boxe et plusieurs autres sports. Oui, le sportainment, c'est la contraction de sport et entertainment, c'est-à-dire sport et divertissement. Oui. Avant cela, il y a un autre concept qui est en vogue, ça a commencé aux États-Unis, c'est maintenant le cas en Europe, c'est infotainment, c'est-à-dire la contraction entre l'information et le divertissement. Oui. Il y a un exemple, c'est qu'il y a, je peux citer une émission en France qui s'appelait Le Petit Journal, maintenant c'est Quotidien, c'est traiter l'information non pas en tant que telle, mais voir les coulisses derrière l'information. Et le spectacle derrière l'information. C'est-à-dire transformer l'information en un divertissement. Maintenant, c'est la tendance, comment transformer le sport, une manifestation sportive, en un divertissement et en un spectacle. Et c'est bien le cas de le dire. Parce que je prends un exemple. La plupart des sports ont pour règle une durée déterminée pour la compétition. Sauf les sports de combat. Un sport de combat peut s'arrêter lorsque le judo ou la boxe, quand un boxeur est mis KO, il peut. Donc il y a des combats de boxe qui peuvent durer 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Si un des deux boxeurs est mis KO, mais il y a une telle préparation derrière, un tel désir et une telle démarche pour faire de ce combat un spectacle que les spectateurs qui viennent pour 10 secondes ne sont pas mécontents. Parce qu'avant ça... Pour qu'il ait pour leur argent aussi. Bien sûr. Alors, je ne parle pas des provocations surjouées entre les deux boxeurs, tous les spectacles qui précèdent, avec même des spectacles peut-être musicaux, des shows, etc. et tout. Et même si un des deux boxeurs est battu par KO, eh bien, il y a aussi la suite du spectacle. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il serait gravement blessé? Est-ce qu'il est transporté? Et même son transport à l'hôpital, peut-être il est filmé et tout. C'est-à-dire que le sport, il y a le côté compétitif en lui-même, mais sportif, à côté, il y a le spectacle autour du sport, le tout avec pour seul objectif rentabiliser au maximum cette activité. Très bien. Yassine, alors, le sport, on parlait tout à l'heure du beau geste, technique, etc. Mais ça reste... Il y a certains sports où il est difficile d'intégrer justement ces spectacles, comme c'est le cas peut-être pour le foot. Bon, il faut peut-être rappeler que le sport, en tant que spectacle, a existé depuis l'Antiquité. Il ne faut jamais l'oublier. Le corps humain... Il a connu une évolution... Le corps humain et son exploitation en tant que spectacle, du temps de César, César disait du pain et des jeux, pour la populace ou pour les plèbes. Donc le spectacle, le sport, chez les Grecs, chez les Romains, alors chez les Grecs et chez les Romains, il y a une conception différente. Chez les Grecs, on était dans un monde fini. C'est-à-dire que l'essentiel, c'était de participer. C'est d'ailleurs le slogan de Coubertin, qui en 1896, à Athènes, en fait les premiers Jeux. Mais le sport, c'est-à-dire l'exercice physique, la compétition entre des hommes dans des différentes disciplines, y compris même dans notre pays, quand il Grèce, quand il y a plusieurs disciplines, dès qu'il y a mouvement, corps humain, il y a compétition, des techniques, des savoir-faire, des savoir-être, des comportements. Donc, chez les Grecs, c'était un monde fini. Chez les Romains, c'était un monde infini, c'est-à-dire la nécessité du dépassement, du record. Le record existe depuis que le monde est monde. Si on prend les temps d'athlétisme, par exemple, de vitesse, ou de fond, ou de demi-fond, ou de hauteur, on voit la progression. Et le corps humain lui-même, ce qu'on appelle les esthètes, le corps humain est un spectacle. Alors, s'il est en mouvement, je vous rappelle que le sport, c'est d'abord le mouvement, et donc ce mouvement-là a tout de suite subjugué les foules. Et les stades, avant qu'il y ait les médias, avant qu'il y ait les techniques du son, de l'image, il y avait les arènes. Les arènes, et parfois dans des versions cruelles comme sport. Donc, le sport est en lui-même un spectacle. Maintenant, quel usage
on a fait du sport, il faut interroger l'histoire au cours des siècles, en fonction des techniques de communication, en fonction de l'évolution des sports. Il y a des sports qui sont nés récemment à l'échelle de l'histoire. Si on prend le volleyball ou le basket, c'est le 19e, 20e siècle, le football. Si on prend d'autres sports, par exemple l'athlétisme, la course, la natation, l'escrime, le tir, ce sont des sports qui sont nés avec la nuit des temps. Donc, au fil du temps, au fil des mutations sociales, économiques, industrielles, technologiques, le sport lui-même a changé. Le rapport au sport, le rapport social d'abord, ensuite le rapport médiatique, ensuite le rapport en tant que spectacle, c'est-à-dire production esthétique au service d'un besoin ludique de l'homme. Hein, le besoin ludique, et ce spectacle est arrivé jusqu'à aujourd'hui à être ce qu'on appelle une industrie, avec ses cahiers de charges, ses règles, son économie, ses personnels, et ses professionnels dans différents domaines, et les gens ont besoin du sport. Si vous prenez par exemple les grandes chaînes de télévision, une très grande partie des programmes de chaînes sont consacrés, sont dédiés au sport, car c'est un spectacle. Oui, il a parlé... nous avons consacré tout un chapitre, on va en parler, la relation entre le sport, le spectacle et les médias. Quant à vous, professionnels, justement, qui accompagnez, qui mettez en forme ou en scène, si vous voulez, tout ce qui agrémente cette compétition dont parlaient Yassine et Farid, est-ce que le besoin va en courbe ascendante? Dans notre croissant, oui, tout à fait. On va parler d'un événement qui est mondial où, justement, c'est à ce moment-là où il y a le maximum d'audimat, pratiquement 7 milliards de personnes sur Terre, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques, où, effectivement, vous allez avoir la plus grande masse de personnes qui vont regarder cet événement. Et plus ou moins après, dans les événements sportifs eux-mêmes, c'est-à-dire que les gens vont sélectionner ce qu'ils vont regarder, soit l'athlétisme, soit le hand, enfin d'autres compétitions. Mais tout le monde au départ, la cérémonie elle-même, qui est artistique, et donc c'est du show de lumière et de son et artistique, etc. Donc là, il y a vraiment pratiquement toute la planète qui regarde ça. C'est le grand parquet, disons. Tout à fait. C'est un scénario, Yassine. Oui, c'est un scénario. La mise en scène, oui. À partir du moment où on dit que le sport est un spectacle, on peut essayer de considérer les sportifs comme les artistes de ce spectacle. Oui. Et donc, ils s'apparentent aux autres artistes, que ce soit chanteurs ou danseurs. Déjà, nous, dans notre domaine, il nous arrive d'utiliser les mêmes arènes que les sportifs. On utilise des stades pour nos concerts, on utilise des salles omnisports, donc ça se rejoint. Lier de plus en plus l'artistique au spectacle, même en Algérie, pendant les mi-temps par exemple, ça permet de faire patienter les gens déjà, de désamorcer certaines tensions, éviter qu'il y ait des troubles dans les tribunes. Un exemple. Les cérémonies d'ouverture maintenant ne sont plus comme avant, se contenter de couper un ruban et puis de déclarer que les jeux sont ouverts. Le public maintenant attend le spectacle. C'est devenu... Exactement. Plus tu fais le meilleur show, plus tu te garantis la plus grande visibilité. Justement, moi je vous invite à suivre un extrait de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux en date, les Jeux de Rio. Et après, je vous demanderai de commenter. Ela, menina que vem, que passa, num doce
balança o caminho do mar. Tá vendo esse chão que você pisa, construído por mãos que foram esquecidas? Entre subidas e descidas, vitórias foram engolidas. É o retorno de quem escreve uma história que não foi. Somos a continuação de um povo, cores, sabores, valores. Vamos cantar em coro, toquem então os tambores. Toquem então os tambores. Toquem os tambores. Toquem então os tambores. Toquem os tambores. Eu vou começar, bicho, é muita treta. Olha, escute aí, poder para a mina preta. Se liga só no empoderamento. Respeite nossa luta e o nosso movimento. Escute a minha voz representando as meninas. Todas somos guerreiras, coloque a mão pra cima. Somos vencedoras, só somos vencedoras. Toquem então os tambores. Somos vencedoras, só somos vencedoras. Toquem então os tambores. Somos vencedoras, só somos vencedoras. Toquem então os tambores. Somos vencedoras, só somos vencedoras. Toquem então os tambores. Voilà, donc dans cette petit extrait, je crois que tout y est, hein, de la danse, du chant, de la lumière, des effets. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je laisse le soin aux spécialistes de son et lumière. Moi, je reviendrai sur l'autre point. Oui, moi je vais dire que c'est très beau ce qu'ils ont fait, donc la scénographie est très belle aussi. Les moyens techniques sont assez colossales. Et je vais vous dire, on pourrait faire ça en Algérie. Nos techniciens en Algérie, les techniciens algériens ont de très grandes compétences. C'est ce qu'on souhaiterait voir. Ont de très grandes compétences. Moi, je me permets de dire ça parce que j'ai fait pas mal de formations à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, qui est donc le centre même de la technique audiovisuelle et du spectacle, où je fais des formations et je les donne, quand je rentre, je les donne donc aux gens intéressés, aux techniciens qui sont intéressés ici, gratuitement, avec plaisir, juste parce que j'ai envie que nos techniciens soient au niveau international. Mais je vais vous dire, ce qui manque ici, en fait, c'est les moyens techniques eux-mêmes, les moyens où ça va tellement... C'est-à-dire qu'on ne fait pas de production, on va pas produire une machine pour des besoins spécifiques, chose qui se fait dans d'autres pays. Ici, on sera toujours, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut en faire. On en fait pas mal de choses, on fait de grandes choses avec ça, mais on pourrait faire plus. D'accord. De toute façon, on y reviendra à cette question, Yassine. Moi, je voudrais parler d'abord, non pas des techniques qui mettent en valeur l'acteur, mais de l'acteur lui-même. Dans beaucoup de pays, c'est pour plaisanter, hein, tu as le jockey, tu as l'entraîneur de chevaux, tu as le haras, tu as le journal hippique, tu as tout le personnel vétérinaire, il te manque un petit détail, il te manque le cheval. Or, le cheval, c'est le sportif, c'est l'acteur. Donc d'abord, au départ, il faut, indépendamment des techniciens, de l'image, du son, de ceux qui mettent en valeur l'événement, c'est les acteurs de l'événement. Et là, le spectacle aujourd'hui, sportif, est tellement exigeant qu'il est devenu une profession, une industrie, une activité. Donc il y a beaucoup de sports qui se sont professionnalisés. Même si les Jeux Olympiques, Yassine a choisi les Jeux Olympiques qui est normalement du sport amateur, c'est-à-dire que les gens viennent se surpasser et le goût du lucre n'est pas au rendez-vous, le goût de l'argent. Mais aujourd'hui, on a autorisé, par exemple, beaucoup de professionnels à participer. Par exemple, il n'y avait pas le tennis dans les Jeux Olympiques, maintenant les tennisman. Même les basketteurs. Etc. On laisse la compétition libre. Alors, ça veut dire tout simplement, ça crée une forme d'inégalité entre les pays dont le sport s'est professionnalisé avec des segments entiers dédiés à la formation de l'athlète de performance, à l'athlète d'élite, avec des systèmes d'entraînement, de prospection, de formation, de compétition extrêmement précis.
le championnat de basket américain est vu dans le monde entier. Le match Barcelone-Real, on choisit l'horaire pour que les Chinois puissent le voir. C'est-à-dire que ce sont des véritables industries. Or, ils arrivent, ces spectacles-là sont un long processus. Or, chez nous, on n'a pas encore le spectacle sportif, on n'a pas encore ce niveau d'activité sportive pour en faire un spectacle. Je rappelle que le professionnalisme est né en Angleterre. Et il est né en Angleterre tout simplement parce qu'au départ, le sport, c'était pour les bourgeois. Et ensuite, les bourgeois, au lieu de se battre en escrime ou en boxe ou en course, ont fait jouer et courir leur valets. Ensuite, ont mis des jeux. Et ensuite, ça s'est professionnalisé avec l'argent. Et c'est devenu un spectacle. J'en veux pour preuve l'immense redevance que paye la télévision anglaise ou les télévisions européennes à la fédération anglaise. Aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'aujourd'hui, il y a l'exclusivité, donc il y a des combats, même ceux qui font le spectacle, c'est-à-dire les auxiliaires du spectacle, les techniciens, ils sont dans une compétition. Les télévisions sont en compétition, les chaînes télévisées sont en compétition, les annonceurs sont en compétition. Tout à fait. Et puis on s'arrache aussi l'exclusivité de la diffusion de ces événements. Parce qu'il y a des retombées commerciales. Il y a des retombées commerciales. Parce que ça intéresse, parce que l'audience est élargie aux familles, aux enfants, aux deux sexes, etc. Je voudrais vous faire réagir, Nadi, par rapport à cet inscrit. Des formations professionnelles, je vais parler de ce côté technique. C'est vrai que c'est très beau, mais ce n'est que de la technique, des techniciens et du matériel. Pour un événement comme ça, c'est des centaines de kilomètres de câbles. C'est des tonnes et des tonnes de matériel qui coûtent énormément cher. C'est un nombre incroyable de techniciens. Pour un petit événement que nous faisons, par exemple, nous, à notre niveau, genre un concert à la Coupole, on a des équipes de techniciens de 20-30 personnes. Tout ça, ça demande des moyens énormes. C'est pas impossible à faire en Algérie. C'est possible à faire. Ouais. C'est possible à faire. Mais les moyens ne sont pas disponibles. Je rejoins ça, monsieur Jaffer. Ils ne sont pas disponibles chez les professionnels, sur le marché. Sur toute l'Algérie. Sur toute l'Algérie. Les prix sont excessivement chers. Le meilleur matériel n'est pas rentable en Algérie. Tu ne peux pas rentabiliser ton matériel. Faute de spectacle. Faute d'événements. En ce moment, alors justement, en ce moment, le domaine événementiel est complètement à l'arrêt. Il y a très peu de choses qui se font. Ce que j'en dis, c'est que valoriser les spectacles, c'est pas dépenser de l'argent gratuitement. C'est vraiment pas dépenser de l'argent gratuitement. Ça fait travailler du monde, ça fait acquérir des techniques, ça pousse les gens à évoluer, ça donne l'idée de créer d'autres pôles d'attraction artistique. Et puis donner une image du pays. C'est vraiment un investissement positif. La culture d'un pays. Il y a des retombées. Il y a des retombées financières. Culturelles et sociales aussi. Sociales. Un spectacle, une manifestation artistique ou un spectacle, on aura l'occasion de voir aussi des familles, pas seulement des jeunes venir regarder un match de foot. Exactement. Ça fera une sortie. Ça fait marcher toute une économie et en plus ça permet à la technique en Algérie d'évoluer, de ne pas rester à stagner. Moi j'ai eu l'occasion de recevoir ici même plusieurs présidents de fédérations. Donc récemment on a parlé du Tour d'Algérie de cyclisme, on a parlé du tourisme sportif. Oui. Mais il me semble que chacun travaille de son côté, confiné dans son petit confort, sans élargir son esprit pour donner de l'envergure à nous n'avons pas encore cette culture, malheureusement. Mais ça va venir. La culture, cette culture-là n'est pas encore... Avant la culture, c'est l'événement. C'est l'événement. Je veux dire la culture de l'événement. On n'a pas encore cette culture de l'événement. On prend le Tour d'Algérie cycliste. Je t'embête un peu, Fali, je te prends le ballon. Tour d'Algérie cycliste, la mise en valeur cinématographique, audiovisuelle, informative, informationnelle, au départ, même si le niveau de la compétition est relativement moyen, ça fait connaître l'Algérie. Mais ça fait connaître le cyclisme. Tout à fait. Le cyclisme et l'Algérie aussi. Oui, mais allez, la diversité culturelle, de nos paysages, etc. Oui. Mais il faut que le sport lui-même
Au commencement, il y a le niveau technique. Doit atteindre un niveau. Il y a un seuil incompressible, ce qu'on appelle le seuil critique. Le SMIC. Le SMIC, le seuil minimum d'intelligence globale. Le seuil minimum d'intelligence globale dans un sport. Donc si ce sport atteint un spectacle, un niveau technique, je parle des années 60-70, parce que j'étais jeune à l'époque, vous aviez des matchs... Toujours jeune. Non. Vous avez des matchs de volleyball, de basket, je me souviens, de handball, sur des terrains de boxe, sur des terrains complètement amateurs, etc., mais avec une foule exceptionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de sports qui sont passés en performance... Les salles sont désertées. Les salles sont désertées. Oui. Allez-y, Fabien. Oui, j'ai dit que j'avais un point précis par rapport à ce que nous avons fait. Oui, c'est vrai que chaque édition, dans chaque cérémonie d'ouverture, les organisateurs essaient de mettre en valeur l'histoire de ce pays organisateur et tout, les valeurs olympistes. Mais l'enjeu, en termes de spectacle, de chaque cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, c'est comment allumer la flamme olympique. D'ailleurs, on voit... Pendant 6-7 ans, dès qu'un pays est désigné comme organisateur d'une édition, ça commence à Il faut savoir si on doit accrocher des projecteurs à une structure supérieure, si l'acoustique est bonne, par où faire passer les kilomètres de câbles, en fonction de l'endroit. C'est pour ça que certains équipements sportifs devraient déjà être pensés en fonction de ça, comme ce qui se fait ailleurs. Les branchements électriques. Tu parles des infrastructures. Les infrastructures. Nous, on est souvent obligés de bricoler, de ramener des groupes électrogènes qu'on pose à l'extérieur. C'est le cas de la coupole, par exemple. Des gros groupes électrogènes. On tire des centaines de mètres de câbles. On est obligé. Il y a des stades où c'est déjà prévu. Voilà. C'est à ce moment-là, ça facilite les choses. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment, en amont, réfléchir tous conjointement et ne pas penser je m'arrêterai sur ça, ne pas penser juste à l'aspect financier, genre je veux pour tel budget, ok, pour tel budget vous aurez ce type de spectacle. Ça demande des moyens. Est-ce qu'il faut laisser le professionnel proposer peut-être? Une fois qu'il a assimilé le projet... C'est souvent plus réaliste et plus raisonnable. Non, au départ, il faut que l'organisme... Moi, je parle du sport, je ne parle pas de la musique, ça obéit à d'autres. Mais le sport, il faut que les organisateurs de ce sport, quel qu'il soit, veuillent bien le montrer, veuillent bien communiquer, veuillent le mettre en lumière, le mettre en mouvement, le mettre en scène, il faut qu'ils le veuillent. Ils sont prestataires, on a assisté récemment, l'Algérie a organisé des événements. Est-ce que maintenant, juste parce que ça se fait ailleurs, on fait une cérémonie, dans l'urgence, on ramène ce qu'il y a, etc. Je te rafraîchis la mémoire, toi qui n'es pas si jeune, qu'on avait les Jeux nationaux. Les Jeux nationaux, les cadres du sport algérien étaient en mesure d'organiser des mouvements. Mais au jour d'aujourd'hui, on travaille comme vient de le dire Nadi. Il y a des professionnels dans toutes les spécialités qui interviennent, mais il faudrait qu'il y ait un projet et que ça fasse le projet de tout le monde, que ça devienne le projet de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, dans 2 mois, pratiquement 3 mois, l'Algérie va abriter les Jeux africains de la jeunesse, par exemple. Ensuite, il y aura les Jeux méditerranéens à Oran. Qui doit être le chef d'orchestre? Est-ce que c'est... Je vais être méchant, je vais parler en économiste. Ils sont prestataires. Il faut un donneur d'ordre. Est-ce que c'est le prestataire qui a des contraintes? Permettez-moi de terminer, Yassine. Le prestataire qui a des contraintes objectives dans le choix du lieu, de l'espace, etc., du nombre, et j'en passe. Est-ce que ça doit être le comité olympique, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la fédération, le comité d'organisation? Maintenant, si tout ce monde, il y a les techniciens, il y a les sportifs, il y a les décideurs, il y a la finance. Maintenant, il y a un déroulé de prévu, d'envisager ce qu'on appelle un running order, le conducteur de l'événement. La priorité revient à qui? Dans le déroulé, comment que ça... Je ne vois pas
ça comme une succession d'étapes les unes après les autres. Je vois plutôt un travail parallèle. Une fois que les choses sont bien établies sur papier, ça a été scénarisé, les besoins techniques définis, etc. Chacun est responsable de sa partie. Une fois la conception arrêtée, chacun il participe à la réalisation. Et si il y a première mi-temps, conception de l'événement, et là les sportifs ont une très grande responsabilité de ce qu'ils veulent donner comme image de leur pays, de leur nation, de leur discipline, de leur niveau technique. C'est à eux de faire le cahier de charge, et des gens comme nos amis sont des prestataires qui viennent mettre en valeur un événement. Ne pas confondre la forme et le fond. Nous ne sommes pas seulement prestataires, là, je m'excuse, mais nous sommes aussi prescripteurs. Bien entendu, parce que vous venez me dire, je veux tel événement fait de telle façon. Vous ne savez pas quels sont les moyens techniques qu'il faut mettre. Pas du tout. Donc c'est à nous de proposer des solutions techniques. C'est vrai qu'on voit le métier de technicien comme... ça nous arrive, pardon, je m'excuse. Dans certains événements, ils ont l'impression que, allez, venez nous faire un événement, ils ont l'impression qu'on vient, qu'on branche 2 prises sur un mur et c'est bon, ça marche. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, on doit nous aussi cibler nos contraintes. Excusez-moi, vous avez parlé de l'image qu'en fait on veut véhiculer. On va abriter des jeux. Oui, mais là on parle, on pourra aller, parce que le temps nous file entre Oui, je comprends. juste pour dire, c'est-à-dire que ce qui va donner l'ordre, c'est la personne qui va donner l'ordre, ou va se dire, voilà la dimension de l'événement que je veux faire. Oui. C'est ça, en fait. En fait, après les moyens qu'il faut mettre dedans, malheureusement, c'est toujours des moyens financiers à la fin, c'est combien je vais vendre ça. Voilà. C'est un spectacle que je vais vendre. On est passé à la mise en œuvre du projet. Oui. Il y a un running order, par exemple, on commence par les lumières, l'entrée des acteurs, des danseurs, le spectacle, etc. Là, chacun... Le spectacle en lui-même. C'est la partie technique qui gère ça. D'accord, mais et la partie artistique. En collaboration avec la partie artistique. On va regarder les besoins artistiques. Et on travaille en symbiose avec les artistes. Et dans tout ça, que devient la télévision ? La télévision qui retransmet. Il va véhiculer l'image justement qu'on crée. Oui. Regardez, par exemple, à l'époque, il n'y avait que la radio. On ne voyait pas d'image, donc ça se faisait, on faisait un peu n'importe quoi, juste ce qu'on pouvait écouter à la radio. Au fur et à mesure qu'il y a eu l'image, la télévision, on essaye de s'agrandir parce qu'au fait, on a une vision mondiale. Donc on essaye de faire tout ce qu'il y a de mieux, de plus beau. Mais il faut aussi travailler en étroite collaboration. Tout à fait. Même pour la télévision, c'est encore la partie technique. C'est la partie technique, on travaille en symbiose avec eux. On a eu souvent l'occasion de faire des émissions qui ont été diffusées en direct et tout. Entre autres, le Ballon d'Or. Par exemple, on est obligé de travailler avec les techniciens de la télévision parce que c'est nous qui leur donnons le signal. Et les lumières que nous mettons en œuvre, c'est à cause de leurs contraintes. Ils doivent s'adapter à la lumière. On fait des essais pour que c'est le meilleur résultat. Tout ça dépend d'une économie intégrée. C'est-à-dire que tout dépend de... Il y a une il y a une interdépendance entre toutes les prestations. Voilà. Je vais vous donner un exemple très simple pour que les Algériens puissent comprendre. Est-ce qu'il y a intérpénétration ou interdépendance? Il y a collaboration. Non, collaboration. Interconnexion. Je préfère interconnexion. Je donne un exemple simple pour que les Algériens puissent comprendre. On va revenir au nerf de la guerre, donc. La finance. Je donne un exemple simple d'une forme de spectacle qui est négligée. Un exemple très simple que connaissent les Algériens. Prenons l'exemple d'un club une équipe qui va disputer un match de championnat national dans une autre ville. Oui. OK. Par exemple, le Mouloudia d'Alger qui va jouer un match à Constantine. À Constantine contre le CS Constantine ou bien à Oran contre le MC Oran. D'accord. Les supporters, chacun de son propre chef, ils s'organisent entre eux dans le quartier, ils prennent un bus ou le train ou le stop, ils vont, ils regardent le match et le soir, soit ils reviennent s'ils sont véhiculés, soit ils font du sport. Spectacle. Alors qu'il est facile pour le club qui est censé être professionnel, d'organiser le déplacement de ses supporters. Pas seulement juste le jour du match et revenir. Pourquoi ne pas faire des formules? 2 jours de séjour à Constantine, et il y aura le ticket pour le match, visite touristique, des musées, c'est pas des petites virées comme ça, rentabiliser le déplacement, faire sport et tourisme. Je donne un exemple d'un grand club de football dans le monde, c'est le Bayern de Munich. Est-ce que vous savez que le Bayern de Munich possède sa propre agence de voyage? Quand il y a un match programmé de Ligue des Champions, juste après la programmation, l'agence en question prend
contact avec tous les supporters adhérents au club pour leur proposer des formules de déplacement où on combine entre assister au match et faire des visites. Ce que je dis qu'il y a une interconnexion chronique. Mais c'est des choses simples, très simples, mais que... C'est un logiciel d'optimisation de l'activité sportive. Le Bayern, qui est une très grande entreprise, n'oublie pas, on est en Allemagne, elle ne laisse pas l'opportunité à une autre agence d'exploiter les supporters qui sont ses supporters à elle. Parce et que se priver d'une rentrée d'argent. Ils sont toujours ce souci, de solidarité, de cohésion et aussi de rentabilité. Et comme quoi, la rentabilité n'exclut pas la solidarité. C'est très intelligent. Ouais. Ça crée la famille, ils se déplacent en même temps. D'accord. Donc, Farid, vous parlez d'interconnexion. Donc, l'un ne peut plus avancer sans l'autre, que ce soit... Je donne un autre exemple. Rapidement, pour passer à autre chose. Oui, non, ça. Vous savez tous qu'on a changé les règlements du basketball pour s'adapter au spectacle. Je voulais venir à ça. Voilà. Pas que le basket. J'ai donné l'exemple le foot, le volley. Le volleyball, voilà. Oui, ils ont changé les points parce que les matchs étaient... Il fallait gagner 3-7. Et pour gagner et avoir le service pour marquer le point. Une des barrières au développement du football aux États-Unis, c'était que le football, il n'y a pas de carton comme au basket, etc. Donc, on ne peut arrêter juste à la mi-temps. 45 minutes pour les chaînes de télévision américaines, sans publicité, c'est un non-sens économique. Tout à fait. Donc, ils essayent d'inventer. C'est très difficile. Et donc, la télévision s'intéresse au spectacle et à l'activité sportive. Le sportif s'intéresse à la médiatisation aux exigences et aux rentrées aujourd'hui parce qu'on paye des droits. Le technicien vient aussi intervenir et donc lui aussi a besoin de visibilité, il a besoin il répond aux besoins. D'un événement pour le mettre en valeur, pour pouvoir survivre. Et tout cela... et tout ça génère une activité économique. Oui, mais là, est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui une prédominance du spectacle sur le sport où le sport reste quand même... Il y a des excès. Le sport a connu une marchandisation exceptionnelle. Et tout ça sous l'effet des besoins, des finances. Des finances, parce que là, le sport est devenu... Le sport, dans beaucoup de sports sont devenus otages des télévisions, du spectacle audiovisuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le financement du sport, c'est même le financement professionnel. Vous avez les annonceurs, n'est-ce pas? Ceux qui ont besoin de faire de la pub. Alors, ceux qui ont besoin de faire de la pub vont essayer d'acheter des espaces de télévision là où il y a les plus beaux matchs. Et l'audience aussi. Et l'audience, avez-vous une idée du coût de la seconde ou de la minute à la mi-temps d'un quart de finale? Juste avant le coup d'envoi. D'un coup d'envoi de 800 mètres, la finale du 800 mètres. Je ne parle pas que foot. Du Super Bowl. Du Super Bowl. Donc tout ça fait qu'il y a des excès. Alors les excès, vous les trouvez comment? Et peut-être qu'il faut en parler, c'est les questions qui fâchent. C'est le doping, c'est la corruption, c'est des athlètes qui meurent dans la compétition parce qu'ils se surpassent, ils se dépassent. Et il y a également d'autres, le sport-spectacle, il y a aussi d'autres dépassements qui met en jeu des États, qui met en jeu des gouvernements, qui met en jeu des fédérations. Vous connaissez tous les difficultés que la Fédération internationale de football a connues. Ou bien la Grèce, juste après les Jeux Olympiques de 2004. Ça, c'est les questions économiques. Des investissements qui ne seront plus utilisés plus tard. Ils ont servi à un match, un championnat spectacle, et puis tout d'un coup, ils disparaissent. Il y a une seule édition des Jeux Olympiques contemporains qui n'a pas connu de déficit, c'est les Jeux Olympiques de Londres. Pourquoi? Parce que la reconversion des infrastructures a été pensée et décidée avant même le lancement des projets. Le stade qui a abrité les compétitions d'athlétisme a été cédé à West Ham. Par contre, cédé à West Ham, mais même il a été construit dans un quartier qui était un petit peu délabré et qui a été réhabilité avec des... Ça a engendré des postes d'emploi. Par contre, les habitants de Montréal ont mis 24 ans à payer par impôt
les dépenses des Jeux Olympiques de De Montréal. 76. Pourquoi? Parce que ils ont fait des dépenses et ces dépenses ont été sur le contribuable canadien ou là de Montréal. Donc, ça veut dire qu'il y a le voilà. spectacle coûte. Le sport Et il a des spectacle excès. Ou le spectacle sportif, quels sont maintenant aujourd'hui, quelle est sa force, quelles sont ses faiblesses il y a, et quels sont les risques? Les risques, il y a déjà des risques sportifs. Je prends l'exemple du championnat anglais. C'est le seul championnat, c'est le seul grand championnat au monde qui n'a pas de pause hivernale. Il n'y a pas de break. Il n'y a pas les 3 semaines et tout. Pourquoi? Le Boxing Day. Le Boxing Day. Mais pourquoi? Parce que dans la tradition, c'est un pays très traditionnaliste. Il est très moderne, l'Angleterre, oui. mais il y a une tradition. Ils disent, s'il n'y a pas de spectacle durant les vacances, durant est-ce qu'ils iront? Durant les fêtes, parce que c'est des fêtes. Noël. Il y a Noël, le Boxing Day, c'est le jour qui suit le Noël. Et puis il y a le jour de l'an. S'il n'y a pas de spectacle durant les jours fériés, durant les fêtes, quand est-ce qu'il y aura du spectacle? C'est pour ça, c'est dans cette logique. Très bien. Mais ça nuit au corps humain, ça nuit aux joueurs anglais. Maintenant, il y a même un débat dans un pays aussi conservateur que l'Angleterre, un débat, faut-il instaurer une trêve hivernale? Comme ailleurs. Et il a été décidé qu'il y aura une trêve hivernale à partir de 2019, mais elle ne sera pas en décembre, elle sera en janvier après les fêtes. C'est-à-dire que c'est un compromis. Oui. Donc il y a déjà le corps Donc, il y aura trêve, il y aura animation pendant les vacances. Voilà. C'est après les fêtes, en janvier, il y aura relâche. Après la trêve des confiseurs. On a adapté le système de compétition aux besoins voilà, économiques et aux besoins du divertissement. C'est un compromis entre le spectacle et les nécessités médicales. C'est un compromis entre les exigences financières et le respect des normes physiologiques, anatomiques et sportives. Parce que là, ils vont jouer pendant les fêtes, mais après, ils auront relâche, comme des artistes. Voilà, donc on est toujours dans le sport spectacle, mais un autre risque, Yacine, c'est pousser les athlètes, soit les doper, soit ils se dopent eux-mêmes. Oui. On a vu ça sur le Tour de France, les courses cyclistes, sur la boxe, le football aussi. Beaucoup de disciplines. La tentation de capter les annonceurs publicitaires, de capter le sponsoring d'être des toujours grandes... en forme, présent. Non, c'est surtout, il y a un intérêt mercantile. Oui. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez tous les médaillés, surtout européens, qui ont eu des médailles dans les derniers Jeux d'hiver. Cette médaille va être valorisée, les sponsors vont s'en occuper, les États, les gouvernements vont offrir des bourses, vont offrir des indemnités, vont offrir une position sociale, etc., pour transmettre les valeurs à la fois du sport et de l'olympisme, c'est-à-dire c'est mis en valeur. Mais il y a toujours des excès parce que on ne peut pas contrôler, que ce soit des sports individuels ou des sports collectifs, la tentation de... Quand je pense qu'en athlétisme aujourd'hui, il y a des meetings, je m'excuse, il y a des meetings internationaux où le vainqueur a un lingot d'or. Regardez ce que ça veut dire dans la représentation mentale et psychologique des spectateurs. Oui. Alors, et c'est pour ça qu'on trouve aussi les meilleurs sprinteurs, par exemple américains, Marion Jones entre autres. Des années après, on s'est rendu compte qu'elle se dopait. Pour pouvoir... C'est facile. Dans les sports où il y a beaucoup d'argent, il y a dopage. Il y a dopage. C'est ça. Et parfois, ce n'est pas l'athlète. Parfois, l'athlète lui-même est victime. C'est-à-dire, on lui inocule un produit dopant à son insu. C'est ça. C'est les décideurs, c'est le club. Voilà. Et il nous reste 5 minutes. Donc, je voudrais qu'on parle de l'athlète lui-même. Maintenant, il a connu une mutation, lui aussi, dans son statut. Il intéresse les médias, il intéresse les annonceurs. Et puis, un joueur qui est populaire peut valoir beaucoup plus qu'un joueur qui est techniquement supérieur. Popularité et capacité. Oui, captation des médias, etc. On a vu avec Beckham... Toutes les sociétés... Non, il faut revenir à des choses basiques, fondamentales. Ouais. Toutes les sociétés ont besoin de champions, de repères, de modèles, d'idoles.
Alors, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'identification, que ce soit des sports individuels ou des sports collectifs. Les identifications sont personnelles ou parfois collectives, c'est l'équipe nationale. Mais qu'est-ce qui a fait que maintenant, avant on parlait de chanteurs, on parlait d'acteurs de cinéma, mais aujourd'hui on parle plus de sportifs. C'est la médiatisation. Non, et puis c'est un produit de vente, parce qu'il y a des annonceurs derrière. On a besoin de nouveaux produits pour pouvoir faire des annonces de produits. On a besoin de sportifs ou d'artistes pour pouvoir vendre le produit au fait en amont ou en aval de la retransmission. Ils font partie du Star System, ils sont dans les journaux People. Donc à ce titre-là, moi je les compare aux artistes. C'est exactement la même chose. Ce sont des artistes. Ils ont la même visibilité et ils s'adressent aux mêmes générations. La même notoriété. Ils produisent de l'émotion. Ils produisent de l'émotion. Mais il faut voir l'explosion des salaires et des prix des ventes des joueurs ces 2 dernières années. Au départ, quand on atteignait 30 millions d'euros, 40 millions, on disait c'est un exploit. Maintenant, on parle de 200 millions d'euros pour acheter un joueur. Et les droits de télévision aussi. Donc, toujours l'image. Donc, c'est pour ça que dans certains pays, on associe maintenant le sportif et l'artiste musical, si je puis dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vend 2 produits en même temps. Entre autres, comme vous avez cité, le Super Bowl, où c'est le spectacle pendant la mi-temps qui est extraordinaire, impressionnant, qui, là, si vous voulez, le sport, cette activité sportive elle-même va toucher un certain nombre de personnes, mais pendant la mi-temps, on va rappeler encore d'autres personnes, et c'est à ce moment-là que en fait, les annonceurs veulent paraître. Oui, et c'est pour ça qu'on a vu les plus grandes stars mondiales de la chanson Se marier avec des sportifs. Se marier et être présent à l'événement, c'est-à-dire intégré à l'événement, tel que Jennifer Lopez, Shakira et les Spice Girls pendant les Jeux Olympiques de Londres. Et donc, c'est un mariage... Mais le sport Je terminerai avec ça parce qu'en régie, on me dit que c'est terminé. Est-ce que c'est un mariage parfait ou... Sur quel plan? Tout mariage basé sur l'argent n'est pas parfait. N'est pas parfait, oui. Tout mariage basé aussi sur l'image. Chacun comptant exploiter l'image de l'autre et chacun utilisant l'image de l'autre pour se faire la sienne. Mais il faut accepter l'idée que le sport, quand il est soumis aux règles du libéralisme, il est soumis aux mêmes dérives que le libéralisme. D'accord. Au fait, c'est indissociable. Et dans les temps dans lesquels on vit. Envisager le futur de... Oh, ça va. Je pense que ça va être... Tant qu'il y aura des annonceurs, tant qu'il y a de l'argent derrière, je crois que les deux voudront paraître. Et c'est un produit qui fonctionne, donc pourquoi l'enlever? Et puis je pense que ça va au contraire encore se souder encore plus. Comme les mariages de Beckham et la fameuse chanteuse des Spice Girls, Victoria Beckham. Qui est dans Maintenant, on est loin de ce type de sport algérien. On n'a pas encore atteint la masse critique pour générer des spectacles qui peuvent intéresser des annonceurs, des chaînes de télévision. D'abord parce que notre appareil médiatique est en développement, et ensuite parce que le niveau de concurrence entre les firmes reste à beaucoup de marge de perfection à faire. Et ensuite, le sport comme recours à l'économie, comme recours au vecteur de publicité, de valorisation, n'est pas encore un réflexe. Dans une économie qui n'a pas encore une grande concurrence, n'est pas encore un réflexe des entreprises et donc des annonceurs. D'accord, je termine. Moi, je vais finir sur une petite note d'humour, peut-être, pour revenir au dopage. Nous, nos techniciens se dopent énormément parce qu'ils travaillent souvent tard la nuit. À quoi? Et ils se dopent au café. Voilà. C'est-à-dire, ils ont un travail qui est très très dur. Vous pouvez demander à vos techniciens ici. Ils n'ont pas d'heure. On est obligé de livrer dans les délais, dans les temps. On est soumis à la pression. Si l'événement doit commencer tel jour, telle date, telle heure, nous, on doit être prêt. Et donc, les techniciens ne s'arrêtent pas de travailler tant que ce n'est pas fini. Ce sont de longues heures de préparation qu'ils ont avant. Et pendant et après. Pendant, c'est une pression énorme. On est soulagé que quand c'est fini. Comme les longues heures d'entraînement. Après, il faut débarrasser, mais c'est la partie la plus, à la limite, la plus simple émotionnellement parlant, parce qu'on n'a pas de stress. Mais avant, c'est énorme. Pendant, c'est une souffrance incroyable. Il faut vraiment avoir les nerfs solides, se serrer les coudes tous ensemble, solidaires, être prêt à réagir. Ce n'est que quand c'est terminé que le spectacle est réussi pour nous. Voilà, une dernière question pour vous deux. Est-ce que vous préférez
intervenir dans un spectacle sportif, disons, en amont, ou carrément dans un spectacle artistique? Pas de préférence. Pas de préférence. Notre travail, c'est pour tous les spectacles. C'est de mettre en valeur, en fait, de donner les moyens techniques pour que la star ou la personne qui veut s'exprimer a ces moyens-là pour pouvoir le faire. Très bien. Voilà. Donc, je vous remercie. Je rappelle, Merci à toi. Farid, que vous êtes journaliste freelance au jour d'aujourd'hui. Yassine, Avec dirigeant sportif, ami, enseignant, journaliste. Merci encore une fois. C'est toujours un bonheur de t'avoir sur ce plateau. Ja'far, merci d'avoir accepté de participer et d'enrichir ce débat. Nadi, j'espère qu'on pourra se revoir autour d'un autre thème. Pas de problème, avec plaisir. En tout cas, je vous Ou autour d'un barbecue à la maison, un de ces jours. Oui, avec plaisir. Il faudrait que je t'invite. Avec plaisir. Voilà. Avec nos amis aussi. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. J'ai une belle terrasse, on pourra manger ensemble. Donc, voilà, j'espère vous retrouver très très bientôt. Mesdames et messieurs, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.